de protection des moteurs et des génératrices à courant alternatif. Repérer les normes en vigueur liées aux moteurs, aux génératrices et à leurs dispositifs de commande. Reconnaître dans des plans les symboles de moteurs, de génératrices à courant alternatif et leurs dispositifs de commande. Planifier l'installation. Installer des moteurs, des génératrices à courant alternatif et leurs dispositifs de commande. Expliquer les méthodes d'installation. 4 à 4 Vérifier le fonctionnement. Poser un diagnostic. Distinguer les sources de problèmes dans un dispositif de commande de moteur ou de génératrice à courant alternatif. Dépanner des moteurs, des génératrices à courant alternatif et leurs dispositifs de commande. Sélectionner les composants de remplacement. Ranger et nettoyer. Consigner les interventions. Poste de travail. On appelle poste de travail l'aménagement particulier d'un lieu permettant l'accomplissement de tâches professionnelles. Marché du travail. Service à pourvoir. L'électricien de maintenance industrielle est susceptible d'être embauché par toute entreprise assurant l'installation et l'entretien des équipements industriels, ce que constitue une grande partie de l'activité de l'ensemble de l'industrie. D'excellentes perspectives d'emploi se présentent à ces ouvriers. Ils peuvent œuvrer pour des petites ou moyennes entreprises ou créer leur propre entreprise. Dans le secteur privé, pour le travail effectué, l'électricien de maintenance industrielle aura un salaire pouvant varier du SMIC jusqu'au salaire négocié au départ avec l'employeur. Si ce dernier est recruté par un organisme d'État, il recevra un salaire mensuel fixé par les lois en vigueur. Au cours de son parcours, l'électricien de maintenance industrielle requiert de l'expérience qui lui permettra de l'avancement et de la promotion dans sa carrière. Conditions d'entrée sur le marché du travail. Après la réussite aux examens de fin de formation passés selon les modalités fixées par l'Office de formation et de la promotion du travail loi en vigueur, ces stagiaires devenus lauréats de l'Office pourront commencer par la recherche d'un emploi ou un stage de pré-embauche. Pour le stagiaire, il est très important de savoir établir un CV et réussir un entretien d'embauche. Le CV peut être établi soit en arabe, soit en français. Il doit mentionner nom, prénom, âge, adresse, photo. Le CV est accompagné d'une photocopie de la carte nationale et des diplômes, ainsi que d'une lettre de présentation mettant en relief les diverses motivations pour le poste. Le formateur doit établir un exemple de lettre de présentation ou fournir des copies aux stagiaires. Pour l'entretien d'embauche, il faut des séances de simulation avec les conseils d'un psychologue de la D.R.H. Principales règles permettant de discuter correctement en groupe. Le groupe, à commencer par la famille, occupe une place importante dans l'expérience de chacun. Dans un contexte de travail, les réunions représentent des occasions de communication en groupe. Le succès d'une réunion débute par une bonne préparation tant du responsable que des participants. Les rôles d'animateur et de secrétaire représentent un apport très important dans l'efficacité du groupe et la satisfaction des participants. Le remue-ménage brainstorming et le groupe nominal sont représentatifs de ces nombreuses techniques de travail en groupe. Celles-ci sont de plus en plus utilisées dans les entreprises pour encourager la participation optimale des employés et atteindre la qualité totale. Le processus de communication comprend 5 composants principaux: l'émetteur, le message, le récepteur, le code, la rétroaction. Metteur est celui qui transmet ou demande de l'information. Au cours d'une discussion, cette personne communique des renseignements, donne son opinion et interroge ses collègues. Pour s'acquitter convenablement de son rôle, elle s'efforce d'être objective et accepte que la perception de ses collègues diffère de la sienne. Processus de la communication FIG. 1. La perception est dite sélective parce qu'elle est intimement liée aux besoins, à l'expérience et à la culture de chacun individu. Dans ce contexte, un événement, une personne ou un objet quelconque peut être perçu et interprété de différentes façons par diverses personnes. Conscient de l'influence du phénomène de la perception, l'émetteur s'applique à différencier l'effet de sa perception afin que la communication soit efficace. Ainsi, il distingue l'information qu'il transmet de l'opinion qu'il donne. Message. Le message verbal comprend l'information transmise et demandée et l'opinion donnée. Au cours de la discussion, vous transmettrez de l'information lorsque vous renseignerez vos collègues sur les résultats de votre exploration.
Les renseignements fournis devront porter exclusivement sur des faits et être exempts d'interprétation. Par ailleurs, vous émettrez votre opinion lorsque vous ferez part à vos collègues de votre interprétation des faits ou de sujets de la discussion. La demande d'information peut prendre la forme d'une question fermée ou d'une question ouverte. La première se traduit habituellement par oui ou non et freine la communication. La seconde, au contraire, alimente la discussion. Ainsi, pour favoriser la communication, vous aurez tout avantage à utiliser les questions ouvertes. Récepteur. Le récepteur est celui ou celle qui reçoit l'information et l'interprète silencieusement. Pour remplir correctement ses fonctions, cette personne doit, par son comportement, manifester une écoute active. Ainsi, au cours d'une discussion, elle est attentive aux messages transmis, regarde l'émetteur, évite de l'interrompre, lui transmet des signes d'approbation et prend de notes au besoin. Code. Le code permet la production et la conversion du message. On le considère généralement comme le moyen utilisé pour transmettre l'information ou la façon de la faire. Au cours de votre discussion, le code sera la langue que vous utiliserez, la terminologie propre au métier d'électricien d'installation. Afin que vos collègues vous comprennent bien, vous devrez soigner votre langage et utiliser des termes français justes. Danger de l'électricité et prévention. Salut chers internautes et fans de l'électricité. Dans ce nouvel article, on va voir les dangers et les menaces que toute personne peut rencontrer et spécialement nos chers électriciens. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez aussi apprendre les mesures préventives à prendre avant tout risque et même les mesures de sauvetage après un accident électrique. Quel courant électrique supporte l'être humain? Des situations classiques sont rassemblées dans le tableau suivant. Le facteur temps n'est pas indiqué, plus le temps de passage du courant est long, plus les conséquences sont graves. Les dangers. Électrisation. Le courant ne peut passer que dans un circuit électrique fermé. Normalement, il circule du réseau conducteur de phase, 230 volts via la prise et le câble électrique jusqu'au récepteur et revient au réseau conducteur neutre. Si l'isolation d'un appareil électrique ou d'un câble d'alimentation est endommagée, le boîtier de l'appareil défectueux peut alors être sous tension. Si l'utilisateur entre en contact avec le boîtier ou si une personne touche directement le conducteur de phase de la prise de courant ou un fil de phase dénudé, le courant essaie de retourner au réseau à travers le corps humain et la terre, car celle-ci est reliée au conducteur neutre. L'intensité de ce courant dépend de la résistance du corps humain, de la peau, des vêtements et du retour à la terre. Voir les valeurs du tableau suivant. La résistance du corps humain dépend, entre autres, de la tension employée, du parcours du courant à travers le corps, de la taille, de l'état physique, et de la personne électrisée. D'après le tableau ci-dessus, le courant électrisant peut évoluer dans une grande plage. Étant donné le nombre de facteurs sur lesquels il est quasiment impossible d'agir, parcours du courant dans le corps, humidité, et le hasard joue donc un rôle important. Prévention primordiale, conducteur de protection, un troisième fil, le conducteur de protection jaune-vert, relie à la terre les éléments métalliques que l'on touche sur un appareil électrique par exemple, boîtier. Il est amené dans la prise de courant via la borne centrale. En temps normal, il ne conduit pas de courant. Si, suite à la détérioration de l'isolation dans l'appareil, le boîtier se trouve être sous tension, le circuit électrique sera alors fermé par le biais du conducteur de protection. Il en résulte un courant de court-circuit IK, très élevé selon les circonstances, qui actionne le fusible ou le disjoncteur de protection des conducteurs. Le circuit électrique est alors interrompu en quelques fractions de seconde max 0,4 secondes. Le boîtier de l'appareil n'est plus sous tension et le risque d'une électrisation est évité. Toutefois, une brève électrisation est malgré tout possible avant que le fusible ne fonde. Surisolation. Les appareils munis d'une surisolation disposent, outre l'isolation fonctionnelle, d'une isolation supplémentaire. La protection contre les défauts d'isolation s'en trouve doublée. Ces appareils ont une fiche bipolaire et ne doivent pas être raccordés à un conducteur de protection. Ils sont signalés par un carré double. Si, dans la pratique, par exemple dans le cas d'ATI électrique portatif, la surisolation est recouverte de limailles, de poussière métallique ou de saleté, cela peut s'avérer très risqué pour l'utilisateur. Surisolation ne signifie pas étanchéité. Dispositif de protection à courant différentiel à résiduel DDR,
Le dispositif de protection à courant différentiel résiduel DDR coupe le circuit électrique en 0,3 secondes maximum, dès que le courant de retour circulant dans le conducteur neutre est inférieur au courant passant dans le conducteur de phase et que la différence entre les deux atteint une valeur déterminée. C'est le cas lorsque, au cours d'une électrisation, un courant de défaut supplémentaire IF retourne au réseau via une personne et le sol. Il existe des disjoncteurs DDR avec des courants de déclenchement de 10 ou 30 mA 300 mA pour la protection incendie. Leur emploi est obligatoire dans certains domaines, par exemple, sur les chantiers, pour toutes les prises de courant 32 A. Certains modèles de disjoncteurs DDR peuvent être intégrés dans des boîtes de distribution électrique ou des prises et servir également d'adaptateur ou de prise pour raccorder le cordon d'alimentation d'un appareil ou une rallonge. Tout dispose d'un bouton de contrôle permettant de tester régulièrement par exemple 2 fois par an le déclenchement correct du disjoncteur. Depuis que l'utilisation des disjoncteurs DDR est obligatoire, le nombre d'accidents électriques a diminué de façon significative. Malgré tout, il subsiste des situations où les effets de la protection sont défaillants, et l'emploi d'un appareil électrique dans une baignoire isolée peut se révéler mortel, si le courant qui circule à travers la personne revient via le conducteur neutre et non via la terre, en tant que courant de défaut. Transformateur de séparation et très basse tension de sécurité, dans un réseau électrique, le conducteur neutre est relié à la terre pour des raisons techniques. Par conséquent, si une personne entre en contact avec protection contre les défauts d'isolation s'en trouve doublée. Ces appareils ont une fiche bipolaire et ne doivent pas être raccordés à un conducteur de protection. Ils sont signalés par un carré double. Si, dans la pratique, par exemple dans le cas d'ATI électrique portatif, la surisolation est recouverte de limaille, de poussière métallique ou de saleté, cela peut s'avérer très risqué pour l'utilisateur. Surisolation ne signifie pas étanchéité. Dispositif de protection à courant différentiel à résiduel DDR. Le dispositif de protection à courant différentiel résiduel DDR coupe le circuit électrique en 0,3 secondes maximum, dès que le courant de retour circulant dans le conducteur neutre est inférieur au courant passant dans le conducteur de phase et que la différence entre les deux atteint une valeur déterminée. C'est le cas lorsque, au cours d'une électrisation, un courant de défaut supplémentaire IF retourne au réseau via une personne et le sol. Il existe des disjoncteurs DDR avec des courants de déclenchement de 10 ou 30 mA 300 mA pour la protection incendie. Leur emploi est obligatoire dans certains domaines, par exemple, sur les chantiers, pour toutes les prises de courant 32 A. Certains modèles de disjoncteurs DDR peuvent être intégrés dans des boîtes de distribution électrique ou des prises et servir également d'adaptateur ou de prise pour raccorder le cordon d'alimentation d'un appareil ou une rallonge. Tout dispose d'un bouton de contrôle permettant de tester régulièrement par exemple 2 fois par an le déclenchement correct du disjoncteur. Depuis que l'utilisation des disjoncteurs DDR est obligatoire, le nombre d'accidents électriques a diminué de façon significative. Malgré tout, il subsiste des situations où les effets de la protection sont défaillants, et l'emploi d'un appareil électrique dans une baignoire isolée peut se révéler mortel, si le courant qui circule à travers la personne revient via le conducteur neutre et non via la terre, en tant que courant de défaut. Transformateur de séparation et très basse tension de sécurité, dans un réseau électrique, le conducteur neutre est relié à la terre pour des raisons techniques. Par conséquent, si une personne entre en contact avec la tension électrique, le courant cherchera à retourner au réseau à travers elle également. Le transformateur de séparation interrompt la liaison entre le conducteur neutre et la terre. Suite à cette séparation de protection, le conducteur de phase et le conducteur neutre ne présentent plus de différence de potentiel par rapport à la terre, aucun courant ne circule si l'on entre en contact avec un conducteur. Une électrisation ne peut survenir que si le conducteur de phase et le conducteur neutre sont touchés en même temps ou, lorsque deux appareils sont raccordés simultanément, si deux personnes touchent le conducteur de phase et le conducteur neutre. C'est pourquoi il ne faut raccorder qu'un seul appareil électrique par transformateur de séparation. La protection par transformateur de séparation est judicieuse surtout dans les locaux exigus et conducteurs d'électricité réservoir, et elle présente un désavantage, le poids relativement élevé du transformateur. Si, avec les transformateurs de séparation, on réduit la tension à 50 volts maximum, on parle alors de très basse tension de sécurité. Dans ce cas, le fait de toucher simultanément le conducteur de phase et le conducteur neutre n'entraîne aucun courant dangereux pour l'homme. Inconvénient d'une telle association, on doit utiliser des appareils électriques portatifs spéciaux 50 volts, qui sont plus lourds que ceux fonctionnant avec du 230 volts. Règle à respecter face à l'électricité.
Les mesures techniques de protection ne préservant pas de tout danger, il est essentiel d'avoir un comportement correct lorsqu'on utilise de l'électricité. Voici les règles les plus importantes lors de l'emploi d'appareils électriques. Cordon de raccordement et fiche, ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher. Les rallonges doivent disposer, à une extrémité, d'une fiche mâle et, à l'autre, d'une prise femelle, toutes deux avec le même nombre de pôles contact. Dérouler le câble d'alimentation des machines à puissance élevée, afin qu'il ne chauffe pas trop accumulation de chaleur et ne soit pas ainsi endommagé. Ne pas bricoler de pièces intermédiaires pour câbles. Ne pas scier les broches de protection des fiches ou les collerettes de protection des prises mobiles. Attention au passage et aux torsions du cordon d'alimentation porte, fenêtre. En cas de réparation autorisée uniquement durant les loisirs, respectez la couleur des conducteurs. Contrôle des outils électriques portatifs avant leur utilisation. Fiches, brides de retenue, cordon, boîtier en bon état. En cas de détérioration, ne pas utiliser l'appareil, le retirer de la circulation et signaler les défaillances. L'appareil est-il sec et les grilles d'aération sont-elles propres? Sinon, d'abord sécher et faire nettoyer l'appareil. Contrôle du fonctionnement. En cas de défaillance, débrancher immédiatement l'appareil. Ne le faire soi-même que si cela est sans danger. Sinon, ne pas utiliser l'appareil et signaler les défaillances. Emploi d'ATI électrique portatif en plein air construction, montage, et raccorder l'appareil à un disjoncteur DDR, si la boîte de distribution électrique ou la prise de courant n'en dispose pas, utilisez un adaptateur DDR ou un rouleau de câble avec disjoncteur de protection DDR. Porter des chaussures isolantes semelles en caoutchouc. Jamais pieds nus. Si possible, ne pas employer d'appareil électrique et de rallonge avec les mains mouillées, dans un environnement humide ou sous la pluie. Si le dispositif de couplage n'est pas étanche, le poser sur un support sec. Ne pas exposer les appareils normaux à la poussière et à l'humidité. Que faire si le disjoncteur DDR, le disjoncteur de protection des conducteurs ou le fusible se déclenche? 1. Éteindre l'appareil. 2. Remplacer le fusible défectueux par un autre du même type, ne pas rafistoler provisoirement, puis réactiver le disjoncteur DDR ou de protection des conducteurs. 3. Réenclencher l'appareil. 4. Si le fusible ou le disjoncteur se déclenche à nouveau, éteindre l'appareil, le mettre hors service et le faire contrôler réparer. Si, malgré tout, un accident survient, mesure de sauvetage, après un accident électrique à basse tension, il faut procéder comme suit. 1. Libérer l'accidenté du circuit électrique sans se mettre en danger. P. X. Couper le courant avec l'interrupteur. Débrancher l'appareil. Tirer l'accidenté avec des vêtements secs. Tête. Depuis un endroit isolé. 2. Premier secours. Placer l'accidenté en position latérale. Respiration bouche à nez. Massage cardiaque. 3. Appeler un médecin. Surveillance vérification. Seul du personnel qualifié muni d'une autorisation peut effectuer des travaux d'installation. En cas de travaux sur une installation électrique, il convient de se référer à la règle des 5 doigts. 1. Déclencher et ouvrir les sectionneurs de toutes parts 2. Assurer contre le réenclenchement 3. Vérifier l'absence de tension 4. Mettre en court-circuit et à la terre 5. Protéger des parties voisines restées sous tension. Les anciennes installations électriques qui ne garantissent plus la sécurité des personnes et des choses doivent être contrôlées d'après les normes techniques les plus récentes. Selon l'ordonnance sur les installations à basse tension, l'exploitant de réseau a l'obligation de faire effectuer le contrôle selon une périodicité en relation avec l'affection du bâtiment. N'oubliez pas de laisser vos questions ou vos remarques dans les commentaires. Pour plus d'informations, visitez notre chaîne. Spécialisé dans l'électricité, abonné à la chaîne Othman Gabardi. Transformateur électrique, rôle et processus. Découvrez dans cet article le rôle, le fonctionnement et l'utilisation du transformateur électrique. Le transformateur électrique a plusieurs fonctions, il permet d'abaisser ou augmenter la tension du courant électrique qui traverse le réseau. Dès la centrale de production d'électricité jusqu'au domicile du consommateur, le transport du courant électrique se fait par des câbles de très haute, moyenne puis basse tension. Pour permettre à l'électricité de passer d'une ligne à l'autre, il est nécessaire d'abaisser sa tension.
Le transfo permet au courant électrique d'être acheminé chez vous sans aucun danger. Comprendre le fonctionnement du transfo. Le transformateur, intégré dans un poste électrique, est composé d'un noyau de fer et de 2 bobines de cuivre. Le courant passe dans la bobine primaire puis dans la bobine secondaire, qui contient moins de spire, ce qui permet d'en diminuer la tension. Le transformateur monophasé est composé d'un noyau et 2 bobines, tandis que le transformateur triphasé comporte 3 noyaux et 6 bobines. Le transformateur électrique, point clé du réseau de distribution d'électricité. L'électricité peut être produite de plusieurs manières par les centrales électriques, nucléaires, hydroélectriques, thermiques, etc. Si l'on prend l'exemple du nucléaire, le voltage du courant produit est de 20 000 volts. Pour être injecté dans une ligne à très haute tension, sa tension doit être augmentée à 400 000 volts. C'est grâce au transformateur que l'électricité pourra passer de l'un à l'autre puis circuler dans le câble en grande quantité et sans aucune perte. Il pourra ensuite être transporté sur une ligne à haute tension après avoir été transformé à nouveau, en 225 000 volts. Mais les consommateurs ne peuvent pas utiliser un courant électrique à haute tension, ils ont besoin d'électricité à moyenne et basse tension. Le rôle des transformateurs est de contrôler l'énergie en la transformant en courant à moyenne ou basse tension pour le réseau de distribution. Quelles conséquences pour l'utilisateur? Grâce au transformateur, l'électricité peut être transportée puis distribuée sans risque et sans perte. Mais le transformateur sert aussi aux particuliers qui disposent d'appareils de faible voltage. Ainsi un transformateur 220 volts 12 volts permettra de brancher un appareil 12 volts sur le courant 220 volts. L'électricité passe en 220 volts dans le fil depuis la prise jusqu'au transformateur, où sa tension est abaissée à 12 volts, puis il repart jusqu'à l'appareil, qu'il fait fonctionner sans l'abîmer. Et ne perdons pas de vue qu'avant d'entrer chez vous en 220 volts, ce courant électrique est passé par des tensions beaucoup plus élevées, que n'aurait supporté aucun de vos appareils électriques. Les machines électriques tournantes. Le but assigné à une machine électrique tournante est une transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique et vice-versa. Selon le genre de la transformation, les machines électriques tournantes sont classées en génératrices, si elles transforment de l'énergie mécanique en énergie électrique, telles que les alternateurs. Réceptrices, si elles transforment de l'énergie électrique en énergie mécanique, ce sont les moteurs électriques. Quelques dates intéressantes. 1820, découverte par Oersted de l'effet magnétique d'un courant électrique. 1831, découverte de l'induction magnétique par Faraday. Ce qui complète les lois de l'électromagnétisme. 1864, Maxwell a établi les bases thermiques de l'électromagnétisme. 1890. 1950, les principales machines électriques sont découvertes et les recherches scientifiques se développaient pour augmenter les puissances spécifiques par l'introduction de systèmes de refroidissement et les matériaux actifs performants. 1948, découverte du transistor. 1958, découverte du thyristor. Utilisation des machines synchrones. Elles sont principalement utilisées dans la production de l'énergie électrique en tant qu'alternateur. Machines asynchrones, utilisées principalement en tant que moteur pour les entraînements industriels de toute puissance. Machines à courant continu, utilisées principalement dans l'entraînement à vitesse variable, mais actuellement de moins en moins. Elles sont supplantées de plus en plus par les machines à courant alternatif. Moteur universel, très répandu pour les usages électroménagers. Moteur pas à pas, principalement utilisé en robotique. Les éléments constitutifs des machines électriques tournantes, outre les éléments mécaniques tels que la carcasse, l'arbre, les paliers, le cuve, et les machines électriques tournantes comportent deux genres d'éléments actifs fondamentaux. Un circuit magnétique dont la fonction est de canaliser le flux magnétique. Ce circuit est constitué d'un matériau ferromagnétique très perméable de perméabilité très grande, un circuit électrique que constituent les enroulements dont la fonction est de conduire le courant électrique. Les enroulements sont constitués d'un matériau bon conducteur, généralement du cuivre ou de l'aluminium. Différents types de charges, couple constant,
C'est le cas d'une monte-charge. Couple proportionnel à vitesse, C égale K. NP égale K. N2. C'est le cas d'une charge entraînée à vitesse lente. Couple quadratique, CR égale KN2P égale KN3, c'est le cas d'un ventilateur, d'une pompe existence d'une force de centrifuge. Puissance constante, la vitesse est inversement proportionnelle. Pour plus d'informations, visitez notre chaîne spécialisée dans l'électricité. Othman-Gabardi. Normes et règlements. Comme vous le savez tous et comme on l'a déjà vu dans l'article. Danger de l'électricité et prévention. Que je vous recommande de lire. L'électricité peut être dangereuse pour chacun de nous. C'est pourquoi les installations électriques sont soumises à des normes rigoureuses afin de prévenir tout accident électrique qui pourrait endommager la santé des hommes, les bâtiments ou les appareils électriques. Pour qui fixer des normes? 7 millions de logements en France ne répondent plus aux règles de sécurité. 2,3 millions d'installations électriques sont très dangereuses. Chaque année, on déplore plus de 80 000 incendies d'origine électrique et des milliers d'accidents corporels. Les raisons de ces accidents dans l'habitat sont multiples. L'absence ou la défectuosité du réseau de terre, l'absence de protection contre les contacts indirects, l'usure du temps. Les surcharges des circuits, des pièces accessibles d'appareillage sous tension. Ces raisons sont dues au non-respect des règlements en vigueur. L'électricité dans le monde entier, il n'y a pas de normes mondiales pour l'électricité. Ni voltage ni fréquence du courant électrique ne sont identiques dans chaque pays. En plus, il existe de grandes différences entre les pays quant aux fiches électriques et prises de courant. En apparence, ces différences sont insignifiantes, mais elles peuvent avoir des suites assez fâcheuses. La plupart des appareils qu'on achète dans un autre continent ne peuvent pas être branchés chez nous, tout simplement parce que nos prises ne sont pas compatibles avec la fiche de l'appareil importé. Il n'y a que deux solutions pour résoudre le problème, soit on coupe la fiche étrangère et on la remplace par une autre, soit on achète un adaptateur peu esthétique et mal commode. Mais cela étant fait, il y a malheureusement toutes les chances que le problème ne soit toujours pas résolu puisqu'un adaptateur n'assure que la compatibilité entre la fiche et la prise électrique, mais il ne changera pas le voltage. Un feu d'artifice absolument spectaculaire se déroulerait si un appareil provenant des États-Unis était branché quelque part en Europe. Il va de soi que le manque de standards mondiaux en ce qui concerne le voltage, la fréquence et les prises cause beaucoup de problèmes pour les consommateurs et, en plus de cela, entraîne des frais tout à fait inutiles. Quel gaspillage d'argent! Tension monophasée et fréquence. En Europe et dans la plupart des autres pays du monde, la tension varie entre 220 et 240 volts, lorsqu'au Japon et en Amérique du Nord, les valeurs de tension fluctuent entre 100 et 127 volts. À la fin du VIe siècle, le générateur de courant alternatif a été inventé par Nikola Tesla, ingénieur d'origine croate. Ce génie créatif avait calculé que 60 Hz, le nombre de changements de sens du courant par seconde, exprimé en Hz, c'est la fréquence qui permettait d'obtenir le meilleur rendement pour les générateurs de courant alternatif. Il a préféré la tension de 240 V, qu'il estimait bonne pour le transport sur de longues distances sans être extrêmement dangereuse. Thomas Edison a développé parallèlement un système de courant continu à 110 volts qui était sans aucun doute plus sûr, mais moins pratique pour le transport. Quand la compagnie allemande EG a mis en place le premier service de production d'électricité, elle a opté pour le 50 Hz afin d'ajuster la fréquence au système métrique. Bénéficiant d'un quasi-monopole, EG a facilement pu diffuser ce standard sur le reste du continent. En Grande-Bretagne, de nombreuses fréquences ont cohabité et ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le 50 Hz s'est généralisé en Europe. À l'origine, la tension de 120 volts était très répandue en Europe, comme en Amérique du Nord et au Japon aujourd'hui. Mais à cause de fluctuations de courant et par besoin de plus de puissance électrique, il a été décidé à la fin des années 1950 et au début des années 1960 de doubler cette tension. En Europe, cette transition n'a pas posé beaucoup de problèmes, mais aux États-Unis, le gouvernement a abandonné le projet par des considérations d'ordre économique et financier. En effet, dans les années 1950, de nombreuses familles américaines avaient déjà acheté un frigidaire, une machine à laver et d'autres appareils électriques, ce qui n'était pas du tout le cas dans l'Europe de l'après-guerre. Actuellement, les États-Unis ont toujours des problèmes reliés à cette faible tension électrique P. X. Les appareils se trouvant au bout du circuit électrique fonctionnent parfois mal à cause d'un voltage trop faible. Les lampes qui sont installées au début du circuit, tout près du compteur d'électricité, sautent plus vite, PEC. Une différence de tension de presque 20% entre le début et le bout du circuit, c'est vraiment monnaie courante.
Afin de résoudre une partie du problème, les nouveaux bâtiments américains sont alimentés en 240 volts, divisés en 2 fois 120 volts entre la phase et le neutre. Les appareils qui consomment beaucoup d'électricité four, lave-linge, sèche-linge, sont branchés directement en 240 volts. N'oubliez pas de laisser vos questions ou vos remarques dans les commentaires. Pour plus d'informations, visitez notre chaîne spécialisée dans l'électricité. Abonnée à la chaîne Othman Gabardi. Bonjour à tous, Othman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite les procédés de démarrage des moteurs asynchrones triphasés, le branchement du moteur, les avantages et les inconvénients de chaque procédé. Démarrage rotorique, un sens de temps. Fonctionnement de montage. Cet article traite démarrage rotorique, chronoampère métrique, 4 temps. Fonctionnement. Mis à part le démarrage direct, les différents procédés de démarrage ont pour objectif fondamental de limiter l'intensité absorbée tout en maintenant les performances mécaniques de l'ensemble, moteur-machine entraînée, conforme au cahier des charges. Les procédés qu'on va traiter sont les suivants. Démarrage direct, démarrage étoile-triangle, démarrage par résistance statorique, démarrage par résistance rotorique. Démarrage avec démarreur électronique. Un démarrage direct. Pour réaliser un départ moteur de façon correcte, il faut assurer les fonctions suivantes. Isoler, c'est le rôle du sectionneur. Protéger la puissance contre les courts-circuits, pour cela on utilise des cartouches fusibles de type AM. Commander l'arrivée de l'énergie au moteur, c'est le rôle du contacteur. Protéger le moteur contre les surcharges, fonction assurée par le relais thermique. Schéma. La surintensité au moment du démarrage peut être de 4 et 8 fois l'intensité nominale, ID égale 4 à 8 in. Au moment du démarrage, le couple moteur est en moyenne de 1,5 à 2 fois le couple nominal. Avantage. Simplicité de l'appareillage. Couple important. Temps de démarrage court. Inconvénients. Appel du courant important. Démarrage brutal. Démarrage direct avec 200 de rotation. Pour changer le sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé, il faut inverser 2 des 3 phases du circuit d'alimentation. La surintensité au moment du démarrage peut être de 4 et 8 fois l'intensité nominale, ID égale 4 à 8 in. Au moment du démarrage, le couple moteur est en moyenne de 1,5 à 2 fois le couple nominal. 2 démarrages étoile-triangle. Le principe du démarrage étoile-triangle consiste à sous-alimenter le moteur durant presque toute la durée du démarrage en le couplant en étoile. Il faut donc utiliser un moteur normalement